précisément sur la question de l'état d'urgence, ses origines, disons, historiques, politiques et juridiques, sur les précédents états d'urgence, alors des états d'urgence qui peuvent être légalement établis, ou des formes d'état d'urgence qui, sans être légalement établies, peuvent exister de fait et avoir été imposées ou être toujours imposées à certaines parties de la population considérées comme susceptibles de présenter un danger social, politique, et réputées être une menace diverse, notamment éventuellement pour l'unité nationale, la laïcité, la République, enfin bref. Tous ceux qui aujourd'hui, entre guillemets, courent les rues, les micros et les écrans de télévision. Tout d'abord, plusieurs intervenants ont dit, relativement à l'état d'urgence, notre génération n'a jamais connu cela. Nous n'avons jamais connu cela. C'est vrai d'un point de vue, du point de vue des locuteurs. C'est faux, si je puis dire, du point de vue d'autres personnes. Pour dire autrement, celles et ceux qui, ici, ont des parents, des arrière-grands-parents, des cousins, des frères, des membres de la famille ou des connaissances qui viennent de pays colonisés, anciennement colonisés, d'anciens territoires français, ceux-là, celles-là, ont connu des états d'urgence. Vous pourriez autrement, l'état d'urgence, contrairement à ce qu'on pense trop souvent, ce n'est pas l'exception de la République. Et très souvent, la République, les républiques, la troisième, la quatrième, la cinquième, ont fonctionné avec des états d'urgence, qui étaient d'ailleurs pas forcément liés à l'existence objective constatée d'une situation d'urgence. Un exemple. Ceux que, sous la Troisième République, entre 1875 et 1945, on nommait les indigènes avec un mépris souverain. Ceux-là, considérés non pas comme des citoyens français, mais comme des sujets français, c'est-à-dire en l'occurrence assujettis à un ordre colonial, et en l'occurrence aussi, et plus précisément, un ordre colonial antidémocratique et discriminatoire, sous la Troisième République. Antidémocratique parce que ces indigènes sujets français étaient privés des droits et libertés démocratiques élémentaires, pas de droit de vote, pas de liberté d'association, pas de liberté de la presse, pas de liberté de réunion, pas de liberté de déplacement. Pas de liberté de libre circulation, non seulement dans les départements français d'Algérie, mais également entre les départements français d'Algérie et la métropole. À quoi s'ajoutent des dispositions répressives, discriminatoires et exorbitantes du droit commun qui n'étaient opposables qu'à ces seuls indigènes musulmans. Responsabilité collective, internement administratif, etc., etc. Il se trouve que pour des raisons liées à l'évolution de la situation glorieuse de la politique menée par ce gouvernement, notamment en matière économique et sociale, et je pense à la loi qui va réformer le code du travail, on voit surgir sur Internet et ailleurs toute une série d'articles sur les gloires, les avantages et les grandes avancées sociales du Front populaire. Oui, certes, en ce qui concerne les travailleurs français, en ce qui concerne les travailleurs métropolitains et les travailleurs français dans les colonies. Parce que relativement au sort des indigènes, le Front populaire n'a pas changé leur situation d'un iota. Sujets indigènes, ils étaient avant 1936, sujets indigènes, ils furent après 1936 et jusqu'en 1945. Dans un contexte qu'il faut qualifier de l'existence d'un véritable racisme d'État, puisqu'effectivement l'ensemble de ces discriminations sont juridiquement sanctionnées et politiquement assumées, non pas seulement par Jules Ferry, mais également par Léon Blum. À quoi s'ajoute, soit dit en passant d'ailleurs, pour ceux qui ont quelques rapports, pas ici forcément, pas simplement mythologique à la Troisième République et au Front populaire, que le Front populaire n'a pas simplement maintenu un racisme d'État et de discrimination juridiquement établi par l'État français. Le Front populaire a également maintenu un sexisme d'État, c'est-à-dire maintenu effectivement la situation qui était faite aux femmes sous la Troisième République, qui, elles, alors dans un contexte certes différent et pour des raisons différentes, n'étaient pas citoyennes, mais n'étaient que sujets français. Puisqu'effectivement, il faut attendre 1944, une ordonnance du général de Gaulle, pour que les citoyennes françaises puissent enfin avoir le droit de vote. C'est simplement 21 ans après une république
la République turque, puisque lorsque celle-ci est fondée par Mustafa Kemal Atatürk, celle-ci accorde le droit de vote immédiatement aux femmes en 1923, pas la République française. Donc, droit d'exception, état d'exception, effectivement, pour les indigènes. Après 1945, ces indigènes sont faits citoyens, assurément, mais dès que le conflit en Algérie éclate le 1er novembre 1954, quasiment immédiatement, de nouvelles dispositions d'exception sont évidemment arrêtées, et notamment les dispositions relatives à l'état d'urgence dans le cadre de la loi du 3 avril 1955, à quoi s'ajoute évidemment la loi sur les pouvoirs spéciaux du 12 mars 1956, donc il faut rappeler qu'elle a été votée, cette loi, à l'initiative d'un président du Conseil socialiste, et que cette loi a été votée par les députés du Parti communiste présent à l'Assemblée nationale ce jour-là. Un certain nombre de ces dispositions ont été maintenues pendant toute la 4e République et maintenues pendant la 5e République, qui, notamment à ses débuts, a pris beaucoup de libertés avec les libertés fondamentales, beaucoup de libertés avec les libertés fondamentales, et pas seulement celles, entre guillemets, de ceux que, tout à fait singulièrement, sont officiellement appelés, puisqu'il s'agit effectivement d'une expression officielle. Ceux que, après 1945, on ne peut plus appeler indigènes parce que ce sont des citoyens français, mais qu'on continue de nommer comme quoi? Comme français, musulmans, d'Algérie. Ou, plus rapidement, et avec sans doute un peu plus méprisant, les FMA. Soyez en passant, quand même, faire remarquer ceci, il est quand même extraordinaire et tout à fait singulier, qu'après que la 4e République ait rappelé dans son préambule qu'elle était, parce qu'elle était république, supposément construite sur des fondements qui excluaient toute discrimination, quel que soit le principe et le fondement de cette discrimination, qu'une partie des citoyens français soit néanmoins désignée par cette expression de Français musulmans d'Algérie. Et il s'agit bien évidemment par cette expression de Français musulmans d'Algérie de signifier très clairement qu'il y a au sein de la prétendue communauté nationale une communauté particulière qui présente des singularités et des particularités qui sont ces Français musulmans d'Algérie. Une sorte de corps d'exception. Et à ce corps d'exception, effectivement, va très rapidement s'appliquer des dispositions d'exception. Celle de la loi de 1955, à quoi s'ajoute dans la région parisienne, à la suite d'un couvre-feu, qui est encore une fois un couvre-feu raciste, et nous sommes au mois d'octobre 1961, par la grâce, entre guillemets, de celui qui est préfet de police de Paris, Maurice Papon, est établi pour lutter contre les FLN, effectivement un couvre-feu raciste qui n'est opposable qu'à qui? Qu'aux seuls Français musulmans d'Algérie. Si vous étiez Français, entre guillemets, normal, vous n'étiez absolument pas concerné par les obligations du dit couvre-feu. Et je rappelle, et ici beaucoup doivent le savoir, ailleurs un peu moins, que effectivement c'est pour protester contre ce couvre-feu raciste que le FLN va appeler à une manifestation pacifique à Paris, qui va se solder par le plus grand massacre de civils perpétré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 250 et 300 morts, par des policiers commandés par le même, le préfet de police Maurice Papon. Le tout finit évidemment par disparaître, mais relativement à la loi de 1955, du 3 avril 1955, rappelez que celle-ci a fait l'objet d'un processus d'extension-banalisation absolument remarquable, et nous sommes évidemment en plein dedans. Extension-banalisation pour signifier ceci. À l'origine, la loi du 3 avril 1955, qu'on l'approuve ou qu'on la condamne, est pour ceux qui l'ont conçue et l'ont votée, et cette loi est évidemment légitimée par la guerre qui a éclaté en Algérie. Guerre, certes, longtemps son nom, mais les responsables politiques et les militaires en France comme en Algérie savent pertinemment, eux, quand bien même cette guerre n'a pas de nom, qu'ils sont bien en présence d'une guerre. Et l'objectif de la loi d'avril 1955, c'est évidemment de faire face à cette situation-là. Autrement dit, c'est une loi d'exception qui est justifiée par une situation exceptionnelle, la guerre de libération déclenchée à partir du 1er novembre 1954. Novembre 2005. Éclatent dans les quartiers populaires les émeutes que vous savez. Quelle loi va être appliquée? La loi du 3 avril 1955. Par la grâce de qui?
par la grâce du Premier ministre de l'époque, qui n'est autre que Dominique de Villepin, qui par ailleurs après se faisait prendre allègrement en photo et suivre par les caméras dans les quartiers populaires en consommant force thé à la menthe et pâtisseries orientales pour montrer combien il était aux côtés des dites populations des quartiers populaires. Certes, quand il s'agit d'aller prendre des thés à la menthe, oui, mais quand il s'agit de rétablir l'ordre dans les dix quartiers populaires, lui n'a pas hésité un instant à appliquer une loi d'exception dans un contexte qui, à l'évidence, n'avait strictement plus rien à voir avec le contexte de la guerre d'Algérie. En quoi, effectivement, l'application en novembre 2005 de la loi d'avril 1955 constitue effectivement un précédent politico-juridique extrêmement important et en même temps extrêmement inquiétant, c'est-à-dire l'usage d'une loi d'exception dans un contexte qui n'est pas exceptionnel. Par quoi s'opère bien ce phénomène d'extension, banalisation d'une loi d'exception. Plus elle est utilisée hors d'un contexte d'exception, plus elle se banalise, et plus elle se banalise, plus elle est effectivement susceptible d'être utilisée dans un contexte qui n'est pas exceptionnel. Et nous sommes effectivement en plein dans cette situation, à quoi s'ajoute, avant même la mise en place d'un dispositif d'exception légalement sanctionné, que ceux qui sont nommés jeunes des quartiers populaires, ça fait déjà 2 stigmates, jeunes des quartiers populaires. Alors on peut ajouter plusieurs stigmates aux stigmates, parce que si on dit jeunes, issus des migrations, musulmans des quartiers populaires, ça fait 4 stigmates ajoutés les uns aux autres. Ceux-là, indépendamment de toute disposition juridique, sont de facto soumis à une sorte d'état d'urgence permanent. Il n'est pas déclaré, il n'y a pas de loi qui l'a sanctionné, il n'y a pas de dispositions qui ont été votées à l'Assemblée nationale, les choses se font par les pratiques policières, lesquelles sont aujourd'hui parfaitement documentées et renseignées, puisqu'une enquête a été menée par des chercheurs du CNRS, laquelle enquête a été financée par la fondation Soros, Soros étant un milliardaire américain d'origine hongroise, qui n'est pas particulièrement d'extrême gauche, à ma connaissance en tout cas, et qui a fait donc financer cette enquête. L'enquête a été rendue publique il y a de cela maintenant un temps certain, enquête de terrain auprès des forces de police et de gendarmerie de Paris, de la région parisienne. L'enquête prouve ceci, elle le prouve, c'est pas une appréciation subjective de droits de l'homiste ou de musulmans un peu énervés, c'est prouvé empiriquement par l'enquête. Si vous êtes de type maghrébin ou de type franchement noir, la probabilité que vous soyez contrôlé à Paris dans la région parisienne est entre 6 à 8 fois plus élevée que si vous êtes de type européen. Lorsque l'enquête a été rendue publique, sous le président quinquennat, le ministre de l'Intérieur de l'époque et le Premier ministre n'ont pas cru bon de commenter cette enquête. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de comportement policier. Autrement dit, il ne s'agit pas d'initiatives policières individuelles, il s'agit de pratiques policières. C'est-à-dire de pratiques souhaitées par les hiérarchies policières, couvertes sinon à l'initiative du ministre de l'Intérieur, et en ces matières, qui peut croire, eu égard au fonctionnement de la Ve République, que ce ministre de l'Intérieur agit sans en référer au Premier ministre? Personne. Autrement dit, il s'agit bien de pratiques policières assumées par l'État, par le gouvernement, en quoi nous sommes bien en présence de ce qu'il faut bien appeler un racisme d'institution ou un racisme d'État. La fonction de ces contrôles policiers, plusieurs fois par jour, j'avais fait avec une journaliste de Regard une très rapide enquête à Blanc-Ménil en interrogeant un certain nombre de lycéens et de collégiens relativement à ces contrôles policiers. Ils étaient contrôlés plusieurs fois par jour, et par conséquent, évidemment aussi plusieurs fois par semaine, par les policiers de Blanc-Ménil, qui, en général, et pour cause, connaissaient forcément leur nom, puisqu'ils les contrôlaient plusieurs fois par semaine, connaissaient forcément leur adresse, puisqu'ils étaient contrôlés plusieurs fois par semaine, savaient pertinemment qu'ils étaient soit collégiens, soit lycéens. Autrement dit, la fonction de ce contrôle policier, c'est pas de contrôler l'identité de celui qui est contrôlé, puisqu'il est connu des services de police, comme on dit. Alors, positivement ou négativement, peu importe. Donc, quelle est la fonction de ces contrôles policiers, si ce n'est pas de s'assurer de l'identité de la personne contrôlée? Sur le fond, la fonction de ces contrôles policiers, c'est une assignation de facto à résidence. Il n'y a pas de loi qui dit qu'un jeune des quartiers populaires d'origine maghrébine ne peut pas se déplacer en dehors de son quartier populaire, évidemment. Mais les pratiques policières font qu'effectivement, il s'agit très clairement de signifier à ceux-là que leur place, l'endroit où ils doivent être, c'est dans ces quartiers populaires.
Et ces mêmes jeunes disaient que quand ils avaient le malheur, entre guillemets, de se rendre à Paris, donc de prendre le RER et de passer par la gare du Nord, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'ils se déplaçaient à 3 ou 4, qu'est-ce qui se passait? Et évidemment, la plupart du temps, arrivés à la gare du Nord, ils ne pouvaient pas poursuivre tranquillement leur chemin parce qu'ils étaient de nouveau contrôlés par les policiers, plaqués contre un mur. Alors, évidemment, tutoyés, ça va de soi, parce que si on est un jeune des quartiers populaires d'origine immigrée, on est forcément tutoyé. C'est évidemment une forme de mépris, parce que si moi je suis contrôlé par un policier, le policier va m'envoyer. Alors, c'est parce que j'ai un type peut-être un européen, il se trouve que j'ai tant grisonnante et donc immédiatement ça change complètement le rapport. Mais il s'agit bien de signifier à celui-là que celui-là, il n'est pas considéré comme un égal. Il n'est pas considéré véritablement comme un Français à part entière. Il est effectivement considéré comme quelqu'un qu'il est possible de contrôler incessamment, de mépriser par le tutoiement, et éventuellement, une fois qu'il a les mains collées contre un mur, s'il a quelques velléités de résistance, ou si peu que ce soit, et évidemment de lui coller, d'avoir recours à la violence physique, après avoir eu recours à une violence de type symbolique. Donc, des formes d'assignation, des formes d'état d'urgence, déclarées ou non déclarées, ce n'est pas l'exception de la République. Ce sont des pratiques, soit qu'elles aient existé en pratique, soit, encore une fois, qu'elles aient existé d'un point de vue juridique, qui sont anciennes, qui vont avoir avec le passé colonial de la France et qui vont perdurer. Tout à l'heure, pardonnez-moi, je ne me rappelle pas de votre nom, donc je vais vous appeler maître, même si c'est un peu pompeux. Gilles, voilà. Tout à l'heure, Gilles a rappelé effectivement quelle était la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois. Pour quelle raison? Menace permanente. Mais alors, à ce titre, comme d'ailleurs l'a dit Manuel Valls devant des télévisions étrangères, s'il faut attendre que Daesh soit physiquement et politiquement détruit pour lever l'état d'urgence, on n'est pas parti pour 3 mois, pour 6 mois, on est parti pour des années. Donc, c'est pas ça la justification du prolongement de l'état d'urgence. La justification du prolongement de l'état d'urgence, c'est effectivement la loi qui a été soumise au Conseil d'État le 23 décembre 2015, qui est une loi scélérate, il faut le dire très clairement, qui est une loi liberticide et donc scélérate, dont l'objectif est effectivement de transposer dans la loi ordinaire des dispositions qui sont celles aujourd'hui existantes dans l'état d'urgence. Et globalement, pourquoi l'état d'urgence est maintenu pour 3 mois? Parce que le gouvernement veut pouvoir faire en sorte que cette loi soit adoptée par le Parlement, et une fois qu'elle aura été adoptée par le Parlement, Manuel Valls pourra se présenter devant le Parlement pour dire « Nous pouvons aujourd'hui demander la levée de l'état d'urgence sans s'exposer à l'accusation de laxisme, parce que toute une série de dispositions se trouvent plus dans l'état d'urgence et se trouvent effectivement dans la loi ordinaire. » Cette loi est infiniment plus dangereuse que la loi sur la déchéance de la nationalité. La loi sur la déchéance de la nationalité, c'est symboliquement et politiquement une ignominie, nous sommes d'accord. C'est comme le disait quelqu'un, je dirais de qui il est après, c'est une constitutionnalisation d'une idée d'extrême droite. J'ai découvert cette proposition dans la bouche d'un député socialiste. Bon, il y en a qui sont lucides. On verra jusqu'à quel point leur lucidité se traduit par des actes à l'Assemblée nationale, parce qu'en général, il y a ensuite des fidélités ou des peurs, enfin bref, qui peuvent l'emporter sur un éclair de lucidité, mais qui en général n'éclaire pas grand-chose. En tout cas, n'a pas de prolongement particulièrement significatif du point de vue des conséquences pratiques et des votes. Mais enfin bon, ne désespérons pas, peut-être que celui-là votera contre l'état d'urgence. Effectivement, la loi sur la déchéance de la nationalité, c'est la constitutionnalisation d'une idée d'extrême droite. À supposer même que cette loi devienne effectivement une loi au terme de la procédure très particulière lorsqu'il s'agit d'une révision constitutionnelle, elle sera vraisemblablement, on sait qu'elle est sans efficacité, qu'elle est purement symbolique, mais les symboles en politique ça compte, et ça compte beaucoup, et on sait qu'elle sera très marginalement appliquée à quelques individus, à supposer même qu'elle le soit. Par contre, ce que ce gouvernement est effectivement en train de préparer là, et ça a été dit par Gilles, possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'assigner à des résidences pour une durée qui, je crois, est 2 mois, à quoi s'ajoute la possibilité offerte par ou à, exactement, au même ministre de l'Intérieur de procéder à des écoutes administratives pour une durée de 6 mois. Cela concerne toutes les communications téléphoniques et Internet, et possibilité, là aussi et là encore pour une durée de 6 mois, de surveiller les rencontres, les connaissances, les déplacements de la dite personne. Là aussi et là encore, nous sommes effectivement en plein dans la banalisation d'un état d'exception, et de celui-là, il s'agit effectivement d'un tournant politique, juridique, dans l'histoire de la Ve République, et d'une droitisation absolument remarquable,
pas au sens admirable, au sens ça doit être remarqué et évidemment dénoncé, de ce gouvernement et de la majorité qui jusqu'à présent, effectivement, l'a suivi. Parlement croupion, oui, enfin croupion, je ne sais pas parce que ça pourrait laisser entendre qu'il est petit, il n'est pas petit ce Parlement. Parlement Godillot, assurément. Parti socialiste, Godillot, assurément. Jean-Christophe Cambonnet, secrétaire du même parti qui suit effectivement les orientations du gouvernement et de ceux qui ont contribué à le faire secrétaire général, assurément. Et donc, raison de plus, effectivement, pour se mobiliser, qu'on soit musulman ou non pas seulement pour dénoncer la loi sur la déchéance de la nationalité, mais pour dénoncer et critiquer pied à pied et constamment ce qui est en train de se préparer en France, parce que ce qui est en train de se préparer, ce sont effectivement des attaques absolument sans précédent contre des droits et des libertés fondamentaux. Je vous remercie.